Eh bien, écoutez, je me permets de vous souhaiter la bienvenue ce soir à cette nouvelle soirée thématique de l'adaptation radicale francophone. Nous avons beaucoup de chance ce soir parce que nous recevons deux personnes qui n'étaient jamais venues chez nous et qui ont des travaux très, très intéressants et qui convergent ou divergent. Nous allons voir avec notre adaptation, notre façon de nous adapter, enfin la vision qu'on a des choses. Donc, on est très content de vous accueillir, Anne de Rugy et Cyprien Tassé, qui êtes parmi nous ce soir. Nous sommes également, nous remercions toutes les personnes qui sont les petites mains qu'on ne voit pas derrière, qui rendent tout ça possible parce que seul, on n'arrive à rien du tout. Et moi, je suis devant, mais il y a énormément de monde derrière. Donc, merci à celles et ceux qui ont rendu ça possible. Nous avons donc, comme je le disais, un cadre de sécurité qui va être noté dans le chat. Je vous le rappelle un tout petit peu, mais dans les grandes lignes, sinon il sera accessible. Donc, respect, bienveillance, écoute et attention envers l'autre sont attendus. Donc, appliquer ces suspensions de jugement, l'authenticité et l'équivalence, et introduire des précautions dans notre langage lorsqu'on veut exprimer quelque chose qui n'est pas forcément facile à dire. Vous avez 6 points, donc il y a ces 6 points voilà, qui sont rappelés dans le chat, dont vous pouvez prendre connaissance. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont évidentes pour certains et d'autres qui ne le sont pas. On n'a pas tous les mêmes niveaux de connaissances, donc on va essayer de faire en sorte de tout rendre accessible au plus grand nombre. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions, on les posera ensuite aux invités à la fin de cette rencontre. Du coup, je vais laisser la parole à Daniel pour vous faire une petite présentation de l'adaptation radicale francophone. Daniel, si tu veux bien mettre ta caméra. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, si je n'arrive pas à me cadrer complètement, donc j'ai décidé de faire une présentation en lien avec... Il faut que j'arrête de regarder Nadège. Nous sommes à l'adaptation radicale, nous avons été déclarés comme étant les punks de la collapso par Pablo Servigne, rien de moins. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter l'adaptation radicale avec une coiffure de punk que je vais en retirer très rapidement. Ça n'a pas été facile parce que je viens de la faire pendant que mon poêle était en train de prendre feu à moitié et d'enfumer toute ma maison. Donc, l'adaptation radicale est un mouvement informel en France et pas mal ailleurs aussi, qui est né d'un article qui porte le même nom, en anglais Deep Adaptation, publié par Jem Bendel en 2018. Il a fait cet article après avoir fait environ 6 mois du congé sabbatique. Il est sociologue, il travaillait sur le management de la sustainability, du développement durable, si on veut, ou la formation des cadres au développement durable. Il travaillait du côté universitaire, hein, il n'était pas formateur. Et il lui a pris un doute qui lui a fait dire est-ce que je ne suis pas en train de raconter des fariboles à tous mes lecteurs. Il a pris 6 mois de pause. Il s'est renseigné en tant que scientifique en ayant accès donc aux publications des scientifiques, aux communications personnelles des gens qui connaissaient et qui travaillaient sur le climat. Il travaillait dans le domaine depuis 20 ans. Il est ressorti de ce congé en faisant un article scientifique au départ, quelque chose qu'il voulait publier dans une revue de sociologie, a priori, ou de développement durable, si on peut appeler ça comme ça. L'article n'a pas été accepté, donc ce n'est pas un article scientifique publié avec comité de lecture, parce que le comité de lecture a refusé la publication, en partie en disant, enfin certains des relecteurs ont refusé en disant vous prévoyez des choses bien trop paniquantes, on ne sait pas si ça va arriver comme ça, il ne faut pas désespérer les lecteurs. En gros, je vais vite, il avait aussi des soucis dans sa publication, comme c'est souvent le cas. On lui demandait des changements drastiques et entre autres, on lui demandait de changer la teneur de son message qui était que lui concluait que vu ce qu'il avait vu sur le changement climatique, il en a rajouté beaucoup après qui n'ont rien à voir avec le changement climatique, nous allions vers des effondrements et qu'il fallait donc se préparer aux effondrements et pas se préparer à tel ou tel aspect du changement climatique, par exemple. Et on lui demandait de changer ça, il a décidé de ne pas le changer et de publier l'article en pré-publication, ce qui est une méthode pour les articles scientifiques, mais on ne peut pas considérer qu'il a été publié.
Cependant, il a été téléchargé, je crois que maintenant c'est 1 million de fois, quelques centaines de milliers de fois en tout cas dans les mois suivants. Il a commencé à recevoir des emails de partout, de gens qui avaient lu l'article, qui étaient paniqués, qui voulaient le publier dans des journaux à lecture plus large, etc. Enfin bref, ça a créé un mouvement. Il y a des milliers de personnes qui se sont intéressées et en France, ça a été traduit en 2019, l'article et ses suites sur le blog de Jem Bendel en un petit bouquin qui s'appelle Adaptation radicale. C'est de là qu'est venue la traduction radicale pour deep, parce que ça aurait pu être adaptation profonde. En anglais, il y a un très clair lien avec l'écologie profonde, qui a, je crois, moins mauvaise presse dans le monde anglophone que dans le monde francophone. Donc lui ne craignait pas ça, a priori au départ. Et en France, il y a dû y avoir un choix, moi j'étais pas là à ce moment-là, entre est-ce qu'on appelle ça adaptation profonde, adaptation radicale. Et ça a été décidé pour radical, donc à la racine. C'est aussi une explication du terme qui est intéressante pour moi. Quand on étudie le changement climatique, il y a mitigation and adaptation, mitigation et adaptation en français, pardon. Donc mitigation, c'est tout ce qu'on peut faire pour limiter le problème à la base, donc faire moins de changements climatiques, moins d'émissions, etc. Et adaptation, c'est tout ce qu'on peut faire par ailleurs pour s'adapter à ce qui va quand même se passer. Donc lui a pris le terme adaptation et a rajouté profonde pour dire ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ce que le GIEC envisage comme adaptation nécessaire, etc. Qui sont cependant d'ailleurs même pas envisagées, même par notre cher ministre Béchu. On pourrait en discuter en fin de conférence si on arrive jusque-là. Donc l'adaptation radicale, dans la façon dont je le présente, et d'ailleurs n'importe qui d'autre d'entre nous le présenterait probablement un peu différemment, le point précis, l'important, c'est adaptation à des choses inévitables. Donc on ne discute pas de est-ce qu'on peut les éviter ou pas. Il y en a qui sont inévitables et il faut s'y adapter. Ce n'est pas une posture de néolibéralisme comme on voit un petit peu dans le gouvernement, c'est une posture très pragmatique et à peu près apolitique de dire il y a des choses, le niveau de la mer va monter maintenant, quoi qu'on fasse. À la fin du siècle, en France, il y aura des zones inondées régulièrement. Elles ne pourront plus servir à la même chose. C'est des quasi-faits scientifiques. Donc, ces choses-là, il faut s'y adapter. Et en fait, on voit que adaptation et mitigation vont très, très bien main dans la main si on s'y intéresse vraiment. Donc, ça nous intéresse beaucoup. Et on voit quand on envisage l'adaptation que c'est tellement difficile et tellement massif que la mitigation pourrait paraître facile à côté. Donc, qu'est-ce qu'on est nous? On est un groupement informel qui s'intéresse à comment on pourrait adapter la société. Et dernière chose avant que je me taise, parce que moi je peux parler des heures, et Nadège m'en empêchera j'espère, c'est on cherche des adaptations sociétales en réponse à des effondrements sociétaux. Effondrements supposés, où on peut considérer que pour certains, ils sont déjà en train d'arriver, mais on s'intéresse à la dimension sociétale et on n'est pas du tout dans la dimension se retirer dans la forêt avec une arme de gros calibre et voir comment on peut survivre tout seul en faisant des conserves de patates, etc. On pense que c'est pas du tout possible, que c'est pas du tout souhaitable et qu'il y a beaucoup de choses à garder dans notre société, même à travers des effondrements. Ça me mène aux 4 questions de Jem Bendel et je finis là-dessus. C'est les 4 R. Donc, je ne vais pas les donner dans l'ordre, évidemment. Il y a le R du renoncement. À quoi on peut renoncer pour... Ah bah si, je vais les donner dans l'ordre parce que j'ai la plaquette sous les yeux. Sauf qu'ils ne sont pas dans l'ordre. Que devons-nous abandonner si nous ne voulons pas empirer les choses? Donc le renoncement, tout ce qu'on peut abandonner dans notre société à l'heure actuelle, et en particulier dans des sociétés richissimes comme celle dans laquelle on est dans ce pays. La résilience, que voulons-nous préserver? Oui, c'est la première, c'est la résilience. En fait, c'est qu'est-ce qui nous importe en tant que société ou sous-groupe de la société, hein, ça peut être une région, une ville, une biorégion, une large communauté, n'importe quoi. Que voulons-nous préserver? Donc ça, c'est un espèce d'exercice de priorisation. Pour préserver tout ça, à quoi on serait prêt à renoncer? Qu'est-ce qu'on pourrait abandonner? Est-ce qu'on peut abandonner le fait de rouler à 130 sur l'autoroute en se disant on va tous rouler à 80, ça nous épargnera tant de CO2 qui nous permettra de faire autre chose, par exemple, qui nous semble le plus important. La restauration, c'est donc le troisième R, c'est qu'est-ce qu'on pourrait ramener comme mode de fonctionnement
qui ont été abandonnés et qui nous paraissent intéressants à ramener dans cet effort d'éviter le pire de ce qu'on peut éviter et de restaurer des façons de faire différentes, donc restauration. Et le quatrième R a été rajouté après l'article dans l'évolution du mouvement, et c'est le R de la réconciliation, parce qu'en fait, en étudiant tout ça, on se rend compte que malgré tout ça, même si toute la société s'engageait dans un grand exercice d'adaptation radicale, les mains dans la main et en appliquant les 4 R, enfin les 3 premiers, joyeusement à partir de demain matin, on ne pense pas que ça éviterait les effondrements. Et on pense qu'il y aurait quand même pas mal de choses qui seraient assez dures à accepter, un peu comme notre mortalité, et c'est ça qui est cité dans le quatrième R, donc la réconciliation avec qui et quoi faire la paix à l'heure où nous découvrons notre mortalité commune. Mais il y a un truc qui n'est pas vraiment dit dans cette formulation-là, qui est pour moi tout ce qu'on ne va pas réussir à régler, et ben, il faut l'accepter aussi, quelque part. Donc ça fait partie de la démarche des 4 R qui nous permet de faire des analyses et une espèce de priorisation de salles d'urgence quand on considère que, OK, il va y avoir ces effondrements. Et ce n'est pas un effondrement total, ce n'est pas un effondrement unique, ce n'est pas la fin du monde ni la fin même de la société qu'on envisage. Je m'arrête là, Nadège, ou j'ai oublié quelque chose? Non, c'était très bien, je te remercie. Vous avez également le lien dans le chat pour pouvoir regarder sur notre site YesWiki pour voilà, donc les 4 R qui sont là. Vous avez également, merci beaucoup Daniel, vous avez également sur le site pas mal de références des textes qu'on a produits en commun qui donnent un peu la couleur de ce dont on parle. Donc merci Daniel. Et du coup, je vais passer la parole à Anne pour peut-être éventuellement, si tu veux bien, te présenter. Bah, merci. Déjà, merci de m'avoir invité parce que c'est toujours un plaisir de débattre et puis d'apprendre mutuellement. Je vois mieux maintenant les 4 R que j'ai souvent vus. Voilà, l'échange direct est parfois plus parlant. Pour me présenter rapidement, ben, moi, je suis une militante écologiste depuis très, très longtemps. Je suis un peu tombée dedans quand j'étais enfant. Voilà, j'ai commencé mes manifestations par des manifestations antinucléaires à Nantes ou à Plogoff. Donc, voilà, quand j'étais petite fille. Et donc, ça m'intéresse parce que, de fait, c'était pas du tout le réchauffement climatique qui était l'élément phare du militantisme, c'était plutôt l'automobile, le nucléaire. Et puis, voilà, j'ai persévéré dans cet engagement de différentes manières, y compris avec du local. Et aujourd'hui, je suis élue locale. Voilà, donc je suis aussi dans l'écologie institutionnelle. Je suis élue locale dans ma ville, à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, et je suis élue à la métropole du Grand Paris. Donc voilà, c'est pas forcément un lieu très simple pour parler d'écologie, même si on essaye. Et puis, parallèlement, j'étais enseignante uniquement, je suis toujours d'ailleurs, et je suis devenue enseignante-chercheuse avec, enfin, assez, disons, dans une deuxième partie de carrière, comme on dit, ou assez tardivement. Je suis venue à la recherche justement parce que j'avais à la fois un goût voilà, de recherche académique et puis en même temps la pratique de l'écologie. Et j'ai fait une enquête sur ce que j'ai appelé les bifurcations, donc on va en reparler sur la suite, vraiment des bifurcations professionnelles, des changements de, de profession, de carrière, ce que j'ai appelé bifurcation, voilà, bifurcation professionnelle descendante, c'est-à-dire changement avec baisse de consommation, transformation du mode de vie, et ça s'appelait finalement changer de vie et décroître pratiquement. Donc voilà, en quelques mots, moi voilà, ce qui m'intéresse, c'est vrai que c'est que l'écologie fait au mode de vie, quelles transformations il faut anticiper, quelles transformations se mettent déjà en œuvre, comment l'écologie transforme ou pas d'ailleurs, parce que le ou pas est aussi important, nos modes de vie. Et puis et puis évidemment, voilà, je tourne un peu en rond, hein, vous allez me dire, mais ce qui m'intéresse aussi, voilà, c'est le lien à la politique. Est-ce qu'il faut politiser ces changements? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est possible? Voilà, c'est ça dont j'ai envie de débattre aussi ce soir. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Merci pour cette présentation. Cyprien, je vais te donner la parole si tu peux te présenter. Merci beaucoup.
Bonsoir, merci beaucoup de cette invitation et je suis très content de pouvoir aussi avoir une discussion en parallèle avec Anne, dont j'apprécie le travail depuis plusieurs années. Donc pour ma part, je suis maintenant enseignant-chercheur en sociologie dans l'enseignement agronomique, donc dans un milieu qui est en effervescence ces derniers jours, comme vous pouvez le deviner. Euh, j'ai travaillé il y a quelques années, après avoir fait une thèse sur un peu autre chose, sur en gros ce qu'on peut appeler le milieu effondréiste. Je m'étais focalisé sur une association qui n'était pas Adaptation Radicale, et d'ailleurs à un moment où Adaptation Radicale n'était pas encore tout à fait émergée en France. Euh, mais voilà, j'avais fait cette première enquête sur ce sujet qui peut croiser la question des bifurcations. Et ensuite, une fois en place dans l'enseignement agronomique, je me suis intéressé à mes étudiants. Donc j'ai vu qu'ils étaient aussi, tu y avais pensé, Nadège, en préparation de nos échanges. Donc au rapport entre étudiants en grandes écoles et critique écologique. Et puis, je m'intéresse aussi on dirait également en continuité de mon enseignement, à la question des néo-ruralités, des nouvelles vagues de mouvements de retour à la terre. Alors, j'en profite pour préciser que par rapport à Anne, qui on va dire, présente l'intérêt de travailler à partir d'une unité large, solidement construite et unifiée par son travail de thèse. Moi, je parle plus d'une base qui est un peu plus éclatée entre donc, cette enquête passée sur l'effondréisme, l'enquête plus récente, mais qui est à la fois de l'enquête déléguée à des étudiants et les observations de mon milieu professionnel sur étudiants et critique écologique. Et puis sur néo-ruralité, ça se confond aussi avec des missions d'enseignement où il peut m'arriver d'emmener des étudiants sur le plateau de Mille Vaches, tout en étant en parallèle aussi un travail alors plutôt d'éditer ou de rassembler les recherches scientifiques qui sont en train de se faire sur ces sujets. Donc, ma propre base est plus hétérogène et du coup, en termes de définition, de quel objet je parle, etc., ça va être un peu plus flottant dans ce que je vais dire. Donc, je vais essayer d'être le moins flou possible. Mais voilà, je vous donne ce repère pour décrypter des sauts qu'il peut y avoir par la suite dans mon discours. Merci beaucoup, Cyprien. Mais c'est tout l'intérêt d'avoir deux personnes complémentaires avec des visions un petit peu différentes. C'est tout l'intérêt de votre venue. Alors, voilà, je vais essayer de faire une petite introduction à la thématique pour cadrer en fait notre échange. Alors, on vit tous en fait entourés d'injonctions permanentes, alors souvent contradictoires, des injonctions qui vous dites de consommer avec les publicités dans tous les sens, et puis d'autres à l'inverse qui prônent la retenue, la prise de conscience. C'est vrai qu'il y a de quoi perdre pied. On réagit pas tous de la même manière, loin s'en faut, à toutes ces injonctions. La diversité de nos expériences, le milieu dans lequel on a grandi, l'âge que nous avons, notre condition physique et la condition psychologique aussi, ce sont autant de facteurs qui déterminent notre attitude face aux différentes informations. Et même si elles sont souvent très, très inquiétantes. Et certains donc font un choix qu'on peut dire radical et opèrent ce qu'on appelle une bifurcation, alors qui prend différentes formes. Et il y a même d'autres noms qui sont donnés à ces choix. Ces bifurcations qu'on a quelquefois appelées désertion ou même démission, avec des grands mouvements de démission qu'on a pu voir aux États-Unis notamment, ça nous a paru comme des réactions relativement nouvelles de par leur ampleur dans la sphère publique. Et puis, bon, même s'il y a déjà des prédécesseurs à ça, mais elles sont assez radicales dans le sens, nous on l'entend, donc à la racine, en reprenant les choses, et aussi dans la façon dont elles ont été elles ont été mises en avant par les médias et par ces démarches. Donc, du coup, elles nous impressionnent un peu. Quelquefois, quand on regarde, on dit, ah, ils ont osé faire ça. C'est un peu impressionnant parce que nous, on se sent toujours un petit peu, enfin, quelquefois, pas assez investis. Mais en tout cas, ça nous questionne et c'est pour ça que ce soir, on va se pencher sur cette thématique.
Et on va essayer d'analyser ce qui la rend possible ou non et ce qu'elle dit un peu de notre société. Je souhaiterais vous proposer d'essayer de définir un peu ces différents types de changements et puis donner peut-être éventuellement des exemples pour appuyer notre conversation. Cyprien, est-ce que tu pourrais commencer? Alors, commencer à donner du coup, des exemples de parcours de bifurcation. Euh, alors, je vais commencer par peut-être revenir un peu sur ce terme d'exemple même. Je trouve il pose peut-être une première difficulté qui est que il y a l'exemple au sens, si vous voulez, épistémique, au sens où ça illustre une catégorie. Et puis, il y a l'exemple au sens d'exemplarité normative, l'exemplarité de ce qui est bien, de ce qu'il faut mettre en avant, peut-être de ce qui a du sens. Et je trouve qu'on est sur un type de phénomène qui est pré-parlé par des discours de valorisation et aussi par des postures d'exemplarité dans lequel, et j'y reviendrai plus tard sur d'autres questions, des personnages d'influenceurs autoproduits sur Internet jouent un rôle important. Et du coup, dans lequel exemplarité, d'emblée, il y a un peu une ambiguïté entre ces deux dimensions. Et donc, c'est embarrassant de répondre à cette question en sachant que si on répond d'un côté, on répond, voilà, ça a aussi sens de l'autre côté. Et donc, je voulais commencer par essayer de désamorcer un peu ce jeu de l'exemplarité, tout en peut-être en participant ensuite, en donnant quelques illustrations auxquelles j'ai pensé, que j'ai pu croiser en tant que chercheur, en tant qu'enseignant ou en tant que vacancier. Et donc, par exemple, je peux donner un exemple de bifurcation d'un musicien de pop musique qui, à la faveur d'une pause et voire d'un passage à vide dans sa carrière, s'est mis à s'intéresser aux questions écologiques et agricoles, a travaillé 1 an comme salarié agricole sur une entreprise bio, s'est copieusement cassé le dos, puis s'est arrangé avec des amis pour s'installer dans une micro-cabane pas chauffée avec des interstices entre les plantes en Normandie. Et puis là, a réussi, au bout de quelques mois, à rejoindre un tiers-lieu un peu plus collectif, a réussi à se remettre en couple sur place aussi, et à travailler comme un petit peu agriculteur vendant des graines, ou conseiller et enseignant en formateur en permaculture. Donc là, on a un exemple de bifurcation professionnelle vraisemblablement descendante et qui aurait pu peut-être entrer dans la façon dont Anne aussi a défini quant à elle les trajectoires dont elle s'est occupée. Je peux penser aussi à des agronomes qui, sitôt diplômés, partent. Il y en a une à qui je pense, qui est la dernière fois que je l'ai croisée, 1 an après sa sortie de l'école, elle dirigeait un troupeau de chèvres en coopération avec une association, on va dire, d'agriculture paysanne, tout en vivant dans une ferme collective. D'autres agros, pas de mon école, que j'ai croisés, qui cherchaient des terres sur le plateau de Millevaches, et donc bon, qui restaient dans le domaine de l'agriculture. On peut dire tout va bien, mais d'un autre côté, voilà, si les écoles forment des agronomes, c'est pas idéalement tout à fait exactement dans cette optique-là, en tout cas pas uniquement, pas centralement. Ou bien je peux penser aussi à un cas d'ingénieur, pas agronome pour le coup, dans la vingtaine, qui, après son diplôme, hésite quelques années sur quoi faire professionnellement, puis se met à lire de la collapsologie, hésite, rallie un tiers-lieu rural et participe, au moment où je le rencontre, à ce lieu collectif qui s'investit dans l'accueil de prétendants urbains à des reprises d'exploitation agricole. Donc devient lui-même une sorte d'intermédiaire de l'exfiltration d'urbains vers les villes et de l'exfiltration
Ça doit aussi, sans doute le pensait-il aussi comme ça, de gens qui participent au job mortifère vers des gens qui participeraient à plutôt une économie positive et plus utile. Donc voilà quelques exemples qui sont parmi les derniers que j'ai croisés. Après, il y en a qui peuvent être plus spécifiques à l'enquête que j'avais fait autour des effondréistes, mais peut-être que j'y reviendrai après. Euh, donc, autour d'Anne. Merci à toi, Cyprien. Oui, je vais donner la parole, Anne, justement pour illustrer à travers la recherche que tu as fait les différents types de bifurcation que tu trouves intéressant de nous faire part ce soir. Oui, moi j'ai utilisé ce terme de bifurcation avant qu'il devienne un peu avec plus de résonance dans l'espace public. Je l'ai utilisé d'un point de vue sociologique au départ assez basique de bifurcation professionnelle, dans le sens avoir un parcours qui est statistiquement inattendu. Donc il y a une bifurcation à un moment donné, il y a une bifurcation vers quelque chose qui n'est pas le parcours en termes statistiques, normatifs, socialement attendus. Donc, un peu des carrières à rebours. Alors, c'était principalement des cadres, mais c'est pas là aussi, c'est pas forcément que des cadres. Ça peut être aussi voilà, toutes sortes de salariés finalement qui quittent la grande entreprise pour une autre activité professionnelle. Donc, c'est du point de vue professionnel. Ce terme, il m'intéressait parce qu'effectivement, il avait aussi une résonance un peu collective qui est un appel à la bifurcation, c'est-à-dire à la réorientation, enfin redirection économique, ou en tout cas à l'idée qu'il faut bifurquer aussi collectivement. Mais je n'avais pas mis de contenu au départ, hein, pas mis de contenu spécifiquement écologique, même si après, évidemment, dans les raisons, ça apparaît. J'avais pas mis non plus de contenu de radicalité pour parler de ce terme, mais seulement l'idée de voilà, changer par rapport à un cours socialement attendu. Et puis j'ai ajouté descendant, dans le sens, ce qui m'intéressait, c'était aussi les transformations de la consommation. Donc descendant, c'est-à-dire renoncer à une part de revenus. Donc là, c'était voilà, des bifurcations qui vont entraîner des divisions importantes de revenus, mais parce que souvent, enfin, la division est d'autant plus importante que le revenu était important avant, hein. Donc une baisse de revenus, et puis aussi en termes toujours de statut socialement dominant, un renoncement à un statut plus élevé que ce soit par la stabilité de l'emploi, donc par le salaire, par la position dans l'échelle sociale. Tout ça, évidemment, c'est pas du jugement de valeur, hein, c'est par rapport à voilà, comment on situe de manière conventionnelle les professions dans une échelle et qu'on dit que quelqu'un est haut placé, ou voilà. Mais c'était des bifurcations, beaucoup de cadres du privé, mais aussi du public. Et puis, sinon, pas forcément aussi chef d'entreprise, voilà, cette idée. Donc, il y a l'idée de renoncement par rapport, enfin, je retrouve cette idée de renoncement, de renoncer à une certaine part de consommation, alors plus ou moins élevée sur les trajectoires, et puis une certaine position sociale jugée privilégiée dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est encore jugé privilégié, c'est-à-dire voilà, avec une certaine stabilité, on en reparlera dans la consommation, dans le statut social, dans le logement, etc. Alors après, derrière ça, il y a beaucoup de parcours. Il y a des parcours qui vont être fortement politisés, écologisés. Donc, par exemple, même pas mal de cadres qui travaillent déjà dans le domaine de l'environnement, qui travaillent dans les cabinets de mairie, qui sont du cabinet même ministériel. Il y en a plusieurs, ou qui travaillent déjà sur le climat, par exemple, la transition écologique au niveau, enfin, qui ont déjà un emploi qui est un peu connoté par l'écologie, la transition écologique, et qui entament un changement professionnel pour aller vers des professions qui vont être plus sobres en termes de revenus et aussi plus ancrées. Donc, par exemple, devenir paysan-éleveur. Donc, aller plus loin dans sa propre pratique de l'écologie, mettre en pratique davantage, être plus cohérent. Donc ça, il y avait plusieurs
plusieurs situations comme ça. Alors, ça peut être soit des cadres, soit ça rejoint là, les néo-ruraux, c'est-à-dire l'idée qu'on est dans une grande métropole, cadre, et puis on bifurque vers une entreprise agricole. Donc là, j'avais comme ça un cadre politique qui est bifurqué au Larzac, qui a rejoint une compagne au Larzac et donc qui est devenu paysan éleveur, ou des gens qui vont s'installer aussi, qui vont voilà, mettre en place de la permaculture, ou d'autres qui aussi engagés, qui restent dans l'engagement, mais qui vont être aller vers plus l'associatif ou quelque chose qui est moins à moins de revenus, moins prestigieux et puis plus pratique, plus une mise en pratique. Et en même temps, comme il y a une baisse des revenus, bah, ça va dans le même sens, ça va dans le sens aussi d'une plus grande sobriété dans la consommation. Et puis de l'autre côté, c'est un autre. Il y a aussi beaucoup de bifurcations qui ne sont pas forcément étiquetées adaptation radicale ou étiquetées écologique ou étiquetées un peu politique ou en tout cas avec une intention politique très marquée. Mais enfin, voilà, après il y a plein de nuances, hein, mais qui vont être des cadres du secteur privé qui ont fait des études avec des diplômes très qualifiés et qui ensuite bifurquent vers des professions là aussi plus ancrées. Donc ça peut être soit toujours néo-rural, mais ça peut être aussi beaucoup de commerce, d'ouverture autour de la restauration, produits bio, biocoop, ou de l'art aussi. Alors, soit des professions artistiques, du type auteur, créateur de podcasts ou artisanat d'art, ou libraire, voilà. Et puis, voilà, tout ce qu'on peut voir aussi sur maison d'hôtes, voilà. Donc, c'est des bifurcations qui sont assez médiatisées, qui ont quand même souvent un lien, mais plus ou moins fort avec l'écologie, qui ne sont pas forcément radicales en termes politiques, mais qui vont de facto vers davantage de sobriété du fait du renoncement quand même à un niveau de consommation. Ce qui ne veut pas dire renoncer à tout, bien entendu, hein. On en reparlera. Merci Anne. Et du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce mouvement est représentatif? Est-ce qu'il a évolué ou c'est juste que la médiatisation est différente? Est-ce qu'on a une idée un petit peu de l'ampleur de ces phénomènes? Pour répondre sur les bifurcations, puis je serai peut-être Cyprien sur l'aspect genriste. C'est vraiment compliqué. C'est une question que je n'ai pas encore vraiment réussi à saisir. Parce qu'effectivement, c'est l'idée qu'on a, c'est bon, qu'est-ce que ça représente? Et je pense que ça représente quand même plus médiatiquement que statistiquement. Alors après, oui, c'est quand même important pour certaines professions. C'est-à-dire, si on regarde aujourd'hui les agriculteurs bio, il y a quand même beaucoup de reconversions derrière. Si on regarde l'artisanat d'art, par exemple, je sais pas, une étude qui a été faite sur les céramistes d'art, c'est 50% d'anciens cadres. Donc oui, il y a quand même, au niveau de la nouvelle profession, oui, c'est visible. Si on regarde un certain nombre de commerces urbains, type, alors pas forcément urbain d'ailleurs, parce que le commerce, ça peut être aussi dans des villages, c'est pas que urbain. Mais, nouveau type d'épicerie, vrac, épicerie bio, locale, etc. Enfin, tout ce qui est vraiment commerce de bouffe, médias, nourriture, là aussi, beaucoup de reconversion derrière. Après, si on regarde euh, au niveau des cadres, pour l'instant, on ne voit pas quand même une bifurcation radicale arriver. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est des brèches. Et on le voit sans doute au niveau aussi des diplômés des grandes écoles. Mais ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. Je pense que voilà, Cyprien pourra en dire plus peut-être sur l'agro, enfin, les écoles agronomiques. C'est pas quelque chose de nouveau dans le sens où il y a toujours eu des mouvements on peut mettre en pratique nos idées. Donc ça peut être chez les anarchistes l'idée du refus de parvenir, par exemple. Donc refus d'occuper des postes, être plutôt instituteur plutôt que haut placé dans les ministères
ne pas trahir sa classe, donc quelque chose de ne pas vouloir d'argent non plus, ne pas se compromettre. Donc ça, c'est assez ancien. Après, dans les années voilà, post-68, 70, il y avait aussi des bifurcations, soit vraiment très politiques, donc avec l'idée de pas, on va pas à l'usine parce que on veut se découvrir soi-même ou autre. C'est plutôt on va à l'usine pour une fonction politique, donc autour des volontaires pour l'usine, des établis ou des reconversions aussi rurales qui pouvaient être là peut-être plus proches dans la démarche, c'est-à-dire l'idée de changer, d'inventer une vie, d'expérimenter. Et puis, ça, donc là, c'est les moments plus visibles, mais ça existe de manière continue. Par exemple, les reconversions rurales, ça existe de façon continue et c'est compliqué. Moi, j'ai pas réussi, en tout cas, de dire est-ce que vraiment c'est beaucoup plus important. Alors, quand on voit l'écho que ça a en termes médiatiques, on dit il y a quand même un truc, quoi. Pour qu'il y ait autant de visions de l'agro-paritech, les étudiants qui appellent à bifurquer, vraiment l'accent sur des bifurcations professionnelles, c'est quand même, ça fait écho. Et puis récemment, j'étais discuté autour d'un film Rupture, qui s'appelle Rupture, et qui est effectivement autour de changement professionnel. C'était Saint-Rémy des Fevreux, et dans la salle, plein de gens, donc plutôt des cadres, qui disaient mon fils, ma fille, voilà, ils sont réfléchis, moi aussi je réfléchis. Donc, effectivement, il y a quelque chose de collectif, mais c'est compliqué à mesurer, de mon point de vue. Ok, merci. Peut-être de ton point de vue, Cyprien, c'est quelque chose qui a pris de l'envergure ou c'est la médiatisation qui a changé? Oui, alors moi aussi, je vais revenir sur la dimension historique parce que je suis d'accord avec Anne que le fait de formuler une critique contre un ordre social pris dans son ensemble en faisant exit, comme on dit, à partir d'Albert Hirschman, un sociologue qui a établi cette triplette exit, voice, loyalty sur les trois façons d'agir à partir d'une critique d'une organisation. Exit, c'est sortir. Voice, c'est s'exprimer en faisant du bruit. Et loyalty, c'est rester, ne pas partir, rester à sa place, mais tout en trouvant que c'est un peu embêtant. Et donc le fait de faire exit, ça a joué un rôle important dans tout un tas de conjonctures historiques. Et donc je reviendrai aussi sur celle des années 70, où alors, c'est vrai qu'il y a le côté exit néo-rural politisé à la gauche radicale, et qui était souvent le fait de gens qui étaient des diplômés pas encore très insérés, ou parfois aussi des diplômés qui bifurquaient professionnellement. Le fait que certains parcours étaient le fait de gens voilà, professionnellement installés, voire pères de famille, était commenté avec terreur dans une presse gestionnaire ou patronale. Ça, c'est des choses que j'avais retrouvées, des débats que j'avais retrouvés quand je faisais ma thèse. Donc, il y a un côté significatif où, en fait, il n'y a pas tellement besoin qu'il y ait du nombre derrière pour que les récits et l'identité des gens qui se montrent sensibles à des critiques radicales de l'ordre social au point de gager leur vie sur un changement, tout en représentant et tout en ayant des signes d'appartenance, voire d'excellence, des catégories dont justement bah, les gestionnaires aimeraient bien qu'elles restent en place. Ça donne une force et une portée à ces trajectoires. Mais il y avait aussi à cette période-là une dimension de refus du travail ouvrière qu'on a tendance à oublier dans l'histoire sociale aujourd'hui. Et j'y repense parce que bah, il y a peu de temps est mort Tony Negri, le philosophe, qui est un des penseurs qui avait le plus mis au cœur de sa pensée le refus du travail ouvrier des années 70. Donc faire exit vers, là c'était plutôt des pratiques urbaines d'entraide ou d'auto-réduction du fait de se servir
dans les lieux de commerce, etc., de recourir au pillage, était un mode de refus qui courait parallèle de celui des néo-ruraux vers les campagnes, qui en était plutôt la contrepartie urbaine. Alors, par ailleurs, je voudrais revenir aussi sur l'histoire des années 70 et néo-rurales, parce que dans les travaux sur lesquels je suis tombé en réétudiant dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà à l'époque dans une frange du mouvement néo-rural, donc quantitativement, ça concernait quelques centaines ou quelques milliers de personnes, euh, il y avait déjà une inspiration catastrophiste, vraiment d'apocalyptisme écologique, comme disent Daniel Hervieux et Bertrand Hervieux-Léger, qui sont les sociologues qui ont travaillé dessus et qui décrivaient donc des mouvements de fuite vers les campagnes, donc plutôt d'urbain politisé et désabusé par le reflux politique des années 70, et dans lesquels on voyait des gens qui étaient profondément catastrophés. Alors, je peux vous lire des citations qu'elles avaient recueillies, que Daniel Hervieux-Léger avait recueillies de façon récurrente sur son terrain. Et donc, ça donne: ça va craquer, la terre est devenue inhabitable, le point de rupture est atteint, tout va basculer. Nous attendons que tout s'effondre et ça va pas tarder. Si on ne fait rien, si on ne tire pas la sonnette d'alarme, on va tous crever, c'est sûr. La société industrielle a signé son arrêt de mort. Donc ça, c'était les déclarations qui étaient extrêmement banales chez ces communards des années 70. Et donc, ça montre que le type d'inspiration qu'on peut s'attendre à retrouver dans certains parcours de bifurcation rurale aujourd'hui, d'inspiration écologique, était déjà très présent, et en partie avec le même corpus, puisque il s'agissait de gens donc, qui développaient d'un côté un registre religieux apocalyptique, mais aussi sur la base de la lecture du rapport Meadows, donc qui avait déjà sa première partie de carrière à l'époque. Donc voilà pour la question de la nouveauté historique ou pas. Ensuite, je trouve que c'est toujours des phénomènes qui sont extrêmement difficiles à quantifier, parce que voilà, on n'est pas sur des catégories à bord bien définies, et on n'a pas vocation à l'être, puisqu'on est sur des phénomènes qui sont construits par ressemblance à partir de récits emblématiques, qui sont très difficiles à critérialiser autrement qu'en posant des conventions qui vont pas être les mêmes que celles du voisin, etc. Et donc, voilà, c'est très difficile de poser les arguments quantitatifs. Il y a très peu de proxys, en fait, qui permettent d'évaluer ça. Enfin, c'est des phénomènes qui sont écartelés entre les évaluations quantitatives qui mesurent autre chose, des chiffres de mobilité transrégionale, comme il y en a eu à partir de la pandémie de Covid, sont très approximatifs pour dire quelque chose du genre de phénomène que nous, on a en tête dans cette discussion, je pense. Euh, donc voilà, toujours très difficile d'avoir des approches quantitatives, mais en même temps, c'est vraiment la symbolique et la circulation des récits, l'attraction aussi des modèles personnels et l'attraction des styles de vie qu'ils mettent en scène, qui a un poids et un impact. Et de ce point de vue-là, en fait, on pourrait mesurer les circulations de récits plus que le nombre d'individus qui concernent. Et là, je pense que les métriques sur les réseaux sociaux montre que il y a des échos. Enfin, voilà, la vidéo des bifurqueurs, par exemple, elle avait assez rapidement été visionnée 1 million de fois, les bifurqueurs d'AgroParisTech. Donc, c'est dire quelque chose de l'écho, mais plus ou moins sympathisant ou plus ou moins choqué et réprobateur que déclenche ce type d'intention de parcours de bifurcation. Ok, merci beaucoup. Effectivement, donc on ne peut pas quantifier, même si on aimerait bien. Et par contre, est-ce que c'est important? Ça, c'est encore autre chose, parce que c'est le récit qui est enfin sur le devant qui a peut-être changé. Donc pourquoi pas, ça donne des conditions de possibilité. Du coup, la question que je souhaitais vous poser maintenant, c'est justement, est-ce qu'il y a des conditions
qui permettent? Est-ce qu'il y a il y a des personnes qui sont, on va dire, avec un profil un petit peu identifié ou pas du tout? Est-ce que, voilà, on a quand même beaucoup parlé de personnes qui avaient fait des études notamment, hein, donc est-ce que ce sont des conditions nécessaires dans ce que vous avez pu rencontrer comme type de bifurcation, peut-être Anne? Bah, là aussi, des bifurcations, il y en a quand même. Si on regarde justement les statistiques, là où il y a, là où professionnellement, où il y a le plus de changements de métier, parce que ça, on peut regarder sur 5 ans, par exemple, quels sont les changements de métier. Donc, il y en a beaucoup. C'est, je crois, 30%, voilà, il faudrait vérifier, mais 30% tous les 5 ans, enfin, si on fait une enquête entre 5 ans de décalage, 30% de gens qui ont changé de métier. Ces changements de métier, c'est plutôt de ce qu'on va appeler le bas de l'échelle sociale, c'est plutôt voilà, des changements de métier liés au chômage, au changement de contrat. Donc, il y a beaucoup de changements de métier. Et là aussi, je pense que dans ces changements, il y a beaucoup de bifurcations qui ont un sens écologique, du type justement quitter le monde ouvrier, le monde des ouvriers qualifiés, techniciens, pour aller vers l'auto-entrepreneuriat rural, jardinier, permaculture ou différentes activités, etc. Mais c'est relativement invisibilisé parce que c'est moins spectaculaire que, évidemment, des cadres et et que ça intéresse moins et que c'est vrai qu'il y a peu d'enquêtes, mais ça existe aussi. Maintenant, si on prend justement moi ce que j'ai appelé descendant, donc où il y a une baisse de revenus, bah, évidemment, pour pouvoir baisser son revenu, il faut déjà qu'il soit assez haut. Enfin, il y a quelque chose de... et donc là, effectivement, c'est plutôt l'idée de se dire, voilà, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un mouvement de renoncement, est-ce qu'il y a un mouvement de changement de valeur qui fait qu'on est prêt à changer son statut social? C'est en débat, hein, bien sûr, je sais qu'il y a des questions, on peut en reparler. Et quelles sont les conditions de possibilité? Bah, là, oui, c'est quand même d'être privilégié d'une certaine manière, c'est-à-dire bah, pour, d'une part, renoncer à certains privilèges, mais aussi parce que il y a un certain nombre de conditions qui vont faire qu'une projection dans l'avenir est possible, c'est-à-dire que l'avenir paraît, enfin, qu'il y a le sentiment de choisir, par exemple. Déjà, pouvoir choisir, c'est une condition de possibilité. Qu'est-ce qui va permettre qu'on peut choisir? C'est la question centrale du logement, donc c'est pas rien dans nos sociétés. Est-ce que le logement est sécurisé? Donc là, on va quand même beaucoup dans l'enquête sur beaucoup de propriétaires. Là, ça rejoint aussi d'autres enquêtes sur la décroissance, où la maison est déjà la base d'une vie décroissante. Donc, soit un logement acquis, soit partiellement acquis, mais avec des remboursements pas trop élevés, ou parfois l'installation dans une maison de famille à la campagne, ou d'autres parfois, bah, c'est là qu'on voit aussi que le système des terres et du logement qui est au Larzac, avec une société collective de propriété de la terre et du logement font que ça rend possible ces bifurcations parce que le logement est assuré. Et donc, dans beaucoup de cas, soit c'est un logement qui est déjà là pour les bifurcations urbaines, soit c'est une forme de conversion aussi d'un capital vers des villes moyennes ou des villages, et là où il y a un capital quand même au départ, hein. Et c'est la double chose, quoi. Le capital un peu sécurité et le fait de s'assurer un logement, que la question du logement est sécurisée. Et puis d'une manière générale, c'est la projection avec l'idée qu'il y a un minimum qui est sécurisé. Et ce minimum, c'est l'alimentation, une certaine forme d'alimentation, le fait de ne pas renoncer à une alimentation qui est biologique, locale, mais qui correspond aussi aux normes des cadres, avec beaucoup de produits frais, avec des légumes, etc. Donc ça va être un élément important qui parfois est lié à la reconversion, par exemple, sur des professions qui sont des professions autour de l'alimentation. Donc épicerie ou culture, ou même ça peut être aussi sécurisé par le fait qu'on va pouvoir cultiver son propre jardin, élever, avoir une autre vie où l'alimentation est sécurisée, mais pas forcément nécessairement par la voie marchande, peut-être par d'autres voies, l'autoculture ou par la voie professionnelle.
Donc vraiment, cette question de la sécurité du logement, elle est essentielle. Ensuite, et c'est ce qui va permettre de se projeter avec moi aussi, une fois que le logement. Ensuite, il y a d'autres éléments. Ce qui va être. Bah, Après, les conditions de possibilité, il y a aussi le fait que plus on est, paradoxalement, hein, plus on est doté en toutes sortes de capitaux, ça peut être de l'épargne, ça peut être un diplôme qui permet aussi d'avoir une certaine souplesse pour, si ça ne marche pas, avoir une autre voie. Le capital immobilier, tout ça, paradoxalement, ça sécurise une bifurcation. Donc oui, c'est paradoxalement le fait d'être privilégié qui permet de l'être. Mais c'est un peu le sujet aussi, de dire à quoi on renonce. Et on renonce pas à tout. C'est ça la question. On renonce pas à tout dans une bifurcation. Et elles sont plus. Après, il y a des degrés, il y a toute une gamme entre, effectivement, je vais dans des questions le retraité, oui, ne renonce pas à grand-chose. Parfois, effectivement, il y a un tel capital qui a été accumulé. Mais malgré tout, c'est quand même des petits signes qui ne vont pas dans le sens de l'accumulation permanente. Et je pense que ces petits signes sont quand même intéressants, même si on ne va pas forcément héroïser les personnes. Et puis, j'ai quelle était la question? Donc, les conditions de possibilité, après les freins. Oui, j'ai oublié une chose quand même. Il y a aussi l'aspect, souvent, les bifurcations que j'ai observées, moi, c'est souvent des familles. Parce que l'enfant, le moment des enfants, c'est plutôt un moment où on repense un peu sa vie. Enfin, on pourra peut-être en reparler après, mais il y a des moments qui vont être plus des moments aussi de rupture ou d'étape dans sa propre trajectoire. Donc, plutôt des familles avec enfants, mais alors qu'aux États-Unis, j'avais lu plutôt une étude qui disait que c'était plutôt des célibataires, parce que sans doute aussi que le coût de l'éducation fait que c'est peut-être plus difficile. Enfin, c'est une hypothèse. Mais souvent avec un conjoint. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a une sécurisation psychologique, affective, mais aussi matérielle, qui fait que l'un change, l'autre pas. Parfois, il y a des bifurcations à deux, bien sûr, hein. Mais c'est des combinaisons avec l'idée, je pense que ça, c'est quelque chose qui change peut-être par rapport au tout début des années 70, où il y avait un peu l'idée, oh, on part à la campagne. Là, il y a une sécurisation, peut-être aussi parce que le monde paraît plus incertain, une sécurisation avec une combinaison d'éléments qui vont permettre de se projeter dans un avenir qui, certes, un changement souvent incertain, mais il n'est pas trop incertain. En tout cas, est un petit peu balisé, un peu sécurisé. Et à l'inverse, ça veut dire que quand le présent est déjà très incertain, bifurquer, c'est compliqué. Si c'est déjà si changer de logement, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas ce qu'on aura, oui, euh, et c'est là aussi que les politiques publiques, je dis, l'éducation par exemple, les politiques publiques peuvent sécuriser ou pas. Les politiques publiques du logement, mettre le logement aujourd'hui, c'est très très inégal, hein. Donc voilà, en première réponse. Merci beaucoup, Anne. Et toi, Cyprien, tu rejoins Anne sur ces façons de bifurquer qui sont plutôt de personnes donc qui ont déjà une sorte de capital acquis ou peut-être une sécurité qui leur permet de pouvoir entrevoir l'avenir avec un minimum d'optimisme, je ne sais pas si le mot est juste, pour se lancer en tout cas. On peut dire que c'est à la fois, enfin, on a tendance à avoir un peu un flottement entre ce qui est une condition pratique d'une bifurcation et ce qui est la condition pour que on la valorise comme un changement inspirant de trajectoire. Et le fait qu'il y ait à la base des ressources qui auraient permis un succès d'un type plus traditionnel fait partie de ces conditions. Donc voilà, est-ce qu'on parle de ce qui rend possible en pratique une trajectoire ou de ce qui la rend saillante et remarquable pour nous? Je pense qu'on est... Enfin voilà, la discussion risque de flotter de l'un à l'autre à nouveau.
Je voudrais faire une remarque en fait sur le fait que le caractère possiblement privilégié du recrutement des bifurqueurs est en train d'être mis en avant comme un argument critique. En fait, je pense au livre d'une ingénieure qui s'appelle Anne Imbert, qui a fait ce petit bouquin qui s'appelle Tout plaqué, qui est un petit livre très court, peut-être certains ici l'ont lu, et qui est une longue dissertation très critique sur le geste de bifurcation qui voit en fait plutôt la confiance en soi et l'auto-valorisation un peu exagérée de gens qui sont plus privilégiés que leurs voisins et leurs contreparties. Et, euh, et en gros, comme un truc de bourgeois qui méprisent leurs petits camarades qui restent accrochés à leur poste salarié comme des berniques à leur rocher, alors que eux auraient le courage et l'audace de tout lâcher pour suivre leurs convictions sans prendre en compte l'inégalité de ressources entre eux. Et donc voilà, Anne Imbert est très sévère vis-à-vis de cette démarche de bifurcation pour cette raison. Mais aussi, on pourrait dire la faiblesse du livre, c'est que ça vaut pour une fraction de bifurqueurs, possiblement pas pour tous, et que les niveaux de ressources, les niveaux de prise de risque et les niveaux, on va dire, de réversibilité des bifurcations, la possibilité de retourner dans des professions bourgeoises et des modes de vie qui vont avec, et plus ou moins fortes selon les cas. Il peut entrer aussi des vulnérabilisations dans certains parcours de bifurcation qui du coup ne rentreraient pas tout à fait dans cette description très sévère. Euh, c'est quelque chose qui apparaît dans certains parcours de bifurcation professionnelle et résidentielle liés en partie à des motifs écologiques. C'est que c'est aussi des récits dans lesquels sont entremêlés des burn-out ou des maladies ou des séparations. Je pense aussi là au public du féminin sacré en monde rural qui a été décrit par Constance Rimlinger, une sociologue qui a enquêté sur ces réseaux de femmes rurales et qui décrivait que très souvent, ce qu'elles avaient en commun, c'était d'être plutôt diplômées et d'avoir fui à la campagne après quelques années d'études, puis de vie active en ville, et après avoir rencontré des déconvenus professionnels, des maladies, voire des violences. Et, euh, et donc là, voilà, il y a une bifurcation qui est liée à des vulnérabilités et pour lesquelles la critique de Anne Imbert comme une démarche de privilégiés voilà, qui veulent traduire leurs privilèges en vertu et ne compte pas, ne s'applique pas. Donc voilà, plus que pour répondre sur le fond, est-ce que ça se produit? Est-ce que vraiment c'est des privilégiés, les gens qui font ça? Je réponds plus sur un peu la déconstruction de la question elle-même et de ses enjeux. Merci beaucoup, Cyprien. C'est vraiment intéressant de voir justement le regard qu'on peut porter. Il est souvent assez mal, enfin, il est lui-même conditionné. Donc, c'est très intéressant d'avoir justement en tête ces caps qui sont passés quelquefois avec des accidents de parcours dans la vie personnelle. Quelquefois, Anne, tu parlais de moments de la vie où on essaye d'envisager l'avenir, quelquefois avec des enfants en bas âge, on se dit non. Enfin, moi, c'est quelque chose que je me suis dit, non, pas en ville, c'est pas possible, ils peuvent pas avoir accès à la nature, je me voyais pas. Et ça, ce sont des choses qui sont intimes, hein, qui sont. Alors après, est-ce que c'est un privilège ou pas d'avoir des accidents de parcours? Ça, on pourrait, on pourrait avoir un focus un peu plus large ou en tout cas en décalé.
Moi, je me posais la question, savoir si il y avait des nouvelles données, justement, puisqu'on a parlé des années 70 avec des bifurcations qui étaient déjà bien présentes. Est-ce que, par exemple, je me demandais avec, bon, on a vu le Covid, on a parlé des gens qui partaient des villes pour se mettre à l'abri. On a beaucoup parlé de ça à ce moment-là. Est-ce que pour vous, il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent et qui sont ouvertes depuis le Covid notamment? Et également avec les moyens de communication et les médias qui justement valorisent, comme tu le disais, Cyprien, qui mettent en avant ces types de bifurcations. Est-ce que ce sont des nouvelles données pour vous ou pas du tout? Anne, peut-être? Bah, c'est pareil, c'est assez difficile. Moi, j'ai pas vu de données vraiment qui confirmeraient, par exemple, qu'il y ait des bifurcations vers le monde rural, enfin, ou vers un petit peu, mais c'est pas massif. Par exemple, il n'y a pas un mouvement de quitter les métropoles. En tout cas, je ne le vois pas pour l'instant. Euh, il y a, et en plus, après, c'est peut-être pas massif parce que ça va se voir, c'est toujours pareil sur quelques endroits, c'est-à-dire effectivement des petites villes qui deviennent attractives ou des villes moyennes, des villages et des campagnes qui deviennent aussi attractives, qui se gentrifient même. Et c'est pas forcément un mouvement massif. Et puis ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est plus qu'une bifurcation. Ce que je vois dans mes premiers travaux, c'est plutôt le fait de vivre à cheval sur une métropole et à la campagne, ou donc d'avoir qu'il y ait des mouvements pendulaires, où il y a, le télétravail prend sa place, mais ça ne veut pas forcément dire derrière, c'est pas forcément une bifurcation écologique, quoi. Et surtout s'il y a plein de déplacements. Donc là aussi, c'est sans doute un peu décevant. Il y a ce mouvement-là, hein, qui commence à être étudié aussi, des urbains qui partent, voilà, voilà, qui quittent la métropole parisienne, qui quittent la Seine-Saint-Denis et qui partent vers un ailleurs, plus au milieu de la nature, etc. Mais ça ne se voit pas beaucoup dans les statistiques, en tout cas pour l'instant. Mais peut-être Cyprien est plus informé que moi. Cyprien, éventuellement, tu as quelques données là-dessus? Euh, oui, il y a des chercheurs qui ont produit des travaux sur ce sujet. Alors, je recommande, je vais voir si vous enfin, peut-être le poster dans le chat si vous le retrouvez, un document qui s'appelle Mobilité résidentielle post-Covid, dynamiques sociales et enjeux locaux dans 5 territoires ruraux, qui a été commandité par le POPSU l'année dernière. Et c'est Anaïs Collet, Aurélie Delage et Max Rousseau qui avaient fait ce travail, donc en enquêtant simultanément, séparés à la faveur du confinement, sur à la fois, enfin, d'abord sur les structures d'accueil dans différents territoires ruraux à ces périodes-là, et il ressortait que mais en fait, il y avait une sorte, à un moment, il y a eu une sorte d'inflation immobilière avec le fait que une sorte de suremballement entre les achats et les installations effectives, avec le fait que le marché de l'immobilier est assez paradoxal, que quand les prix augmentent, la demande augmente, ce qui est normalement pas ce qui se passe sur ce qu'on apprend à l'école sur les marchés. Et du coup, voilà, une sorte de logique auto-alimentée, hors de proportion avec des installations réelles, de gens réels, même s'il était vrai que la crise sanitaire avait stimulé quelques flux, pas massifs, mais qui pouvaient, dans certains territoires ruraux, dans certains petits villages, avoir des effets de revitalisation importants, parce que ça peut être des endroits où il suffit de vraiment quelques personnes pour contribuer à voilà, une relance de dynamique de développement. Donc un effet quantitativement modéré à l'échelle des grands flux nationaux, mais quand même important pour une partie des territoires. Et les auteurs disaient aussi qu'il continuait à y avoir des dynamiques d'installation très différentes, des catégories
de rapport au territoire qui sont pas du tout les mêmes, entre des prolongements de logiques de périurbanisation avec des gens qui continuent à avoir un ancrage professionnel principal dans les métropoles, d'autres pour lesquels les ruptures sont plus radicales. Donc voilà, les logiques d'installation stimulées par la crise sanitaire ont été hétérogènes et plus dans le prolongement des flux précédents que dans une rupture radicale. Après, je vois que dans le chat, on essaye de se passer les documents que j'ai mentionnés. Ouais, exactement. Ouais, mobilité résidentielle post-Covid, c'est le nom de la séance de séminaire qu'on a fait avec eux. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à regoogler ce titre et à trouver le document lui-même, qui est un PDF d'une trentaine de pages. Merci à toi, Cyprien. Si tu trouves ça, c'est cool. Comme ça, chacun pourra le lire en décalé. Justement, si on essaye d'analyser et puis un petit peu ce phénomène de bifurcation par rapport à l'adaptation radicale que nous essayons de porter, on se posait la question à quel point c'est radical justement et à quel point ça questionne ou ça tranche avec ce qu'on appelle le modèle dominant actuel. Est-ce que pour vous c'est parlant? Anne, peut-être? Oui, c'est parlant, c'est une question, en effet. Dans le sens où il y a tellement de bifurcations que voilà, on peut facilement caricaturer en disant que voilà, c'est juste un cadre qui part vivre à la campagne, donc finalement, et qui garde un mode de vie qui reste avec une forte empreinte carbone, par exemple, ou il n'y a pas du même type, hein, de faire une bifurcation, mais où finalement il y a pas de changement radical, d'autres où il y a beaucoup plus de changements. Dans le changement, il y a à la fois le changement pratique, c'est-à-dire voilà, concrètement, les déplacements, le niveau de vie, et puis il y a qu'est-ce qu'on en dit. Et ça, c'est intimement lié, bien sûr, mais parfois il y a des changements radicaux dans la pratique sont pas verbalisés comme des changements radicaux nécessairement, euh, parce que voilà, enfin, mais cette articulation-là, elle m'intéresse parce que justement, il y a beaucoup de changements, notamment dans le monde rural, notamment chez des catégories moins favorisées, qui vont ne pas être verbalisées, mais qui sont quand même là. Et après, sur cette histoire, j'ai envie de dire que finalement, ce qu'il faut essayer de percevoir, enfin, je ne sais pas si c'est sans doute idéaliste, mais c'est le changement m'intéresse plus que de savoir s'il est radical ou pas, dans le sens où est-ce que c'est un changement est-ce que dans le changement il y a un renoncement? Voilà, est-ce qu'il y a un renoncement à quelque chose? Alors, est-ce que et à quoi on renonce? Est-ce que c'est un niveau de consommation? Bah, souvent c'est un peu ça quand même. Donc, il y a une petite amorce. Est-ce que c'est, bah, par exemple, voilà, dans ces changements de cadre, on voit un changement sur l'avion qui apparaît assez nettement. D'abord par la baisse de revenus, qui fait que, après, il y avait dans l'échantillon des cadres qui étaient vraiment des cadres qui partaient à New York enfin, en week-end, hein. Donc, c'est sur des hauts revenus, avec des pratiques. Alors, tous n'étaient pas comme ça, c'est vrai qui étaient déjà des écologistes engagés. Et donc là, le fait de bifurquer avec un projet professionnel nouveau, du bio, etc., ça produit moins de revenus et du coup plus de voyages en avion. Ben, il y en a plein il y en a les plus militants vont le verbaliser en disant je renonce à l'avion, ça fait partie d'une mise en cohérence. Ils sont évidemment, alors mon enquête c'était les derniers entretiens c'était il y a 3-4 ans, donc c'était moins politisé cette question. Mais donc les plus politisés, les plus dans des mouvements vont mettre tout ça en cohérence. Et puis d'autres vont simplement ne plus partir en avion, mais sans que ce soit forcément verbalisé, politisé. Et c'est comme ça, voilà, ça peut être même, enfin, quel que soit leur niveau de départ, il y en a qui partaient de toute façon pas en avion et qui continuent. Et ça, ça me semble intéressant parce qu'il y a un changement de pratique
Et qu'est-ce qui va être radical en fait? Est-ce que c'est le changement de pratique? Est-ce que c'est le changement de pratique plus le discours qu'on met dessus? Oui, on a tendance à dire ça quand on est militant. Mais disons que j'aurais tendance à dire que si on a envie d'un changement radical, là je fais du normatif, si on a envie d'un changement radical, il faut essayer d'emmener tous ceux qui ont envie d'un changement sans s'occuper de savoir s'ils ont envie d'un changement radical ou pas. Là, je suis plus, voilà, enfin, c'est plus une conclusion entre la science et le militantisme. Mais je comprends cette question, hein. Merci beaucoup, Anne. Peut-être, Cyprien, tu peux nous donner ton avis sur cette question, à quel point c'est radical et ça tranche avec ce modèle dominant. Alors, je vais l'élargir un petit peu à quel point c'est radical, quelle portée ça a en termes de critique ou de potentiel de transformation. Alors, je dirais que bon, le geste, si je prends le cas particulier du geste de déclarer qu'on bifurque, de déclarer qu'on refuse les emplois et les employeurs auxquels on est destiné, euh, ce, évidemment, on discutait des quantités, les quantités concernées, c'est difficile de les considérer comme très vastes. Par contre, ce type de geste peut avoir des échos plus larges. Par exemple, dans l'école où j'enseigne, il y a eu l'année dernière, donc quelques mois après la parution de la vidéo des bifurqueurs d'AgroParisTech, des déserteurs d'AgroParisTech, il y a eu un groupe d'étudianteux qui a décidé de faire passer un questionnaire au sein de l'école à leurs camarades sur qu'est-ce que vous en pensez de la bifurcation. Donc, il y avait quelques dizaines de questions qui étaient faites pour cerner le rapport de leurs camarades à ce geste. Et, euh, et donc, c'était en soi une démarche intéressante et qui montrait un écho du geste de bifurcation. Et c'était intéressant aussi par son résultat, parce que même si vraisemblablement les répondants s'auto-sélectionnaient parmi les gens qui trouvaient ça plutôt sympathique, ça montrait que il y avait une part assez substantielle d'une promotion d'agronomes qui pouvaient répondre que oui, ce geste leur parlait, leur semblait sympathique. Et parmi ces agronomes, je peux vous assurer que moi et mes collègues de l'équipe pédagogique, on va faire tout notre possible pour qu'ils s'insèrent dans des emplois de cadre, qu'ils tirent parti professionnellement de leurs connaissances scientifiques, ou qu'ils soient des agents de développement territorial, voilà, compétents et dévoués, et qu'ils ne soient pas tous en friche du point de vue de voilà, l'insertion professionnelle. Et on est, enfin, je m'attends à ce que ça fonctionne, et que donc une grande partie de ces étudiants qui auront dit oui, la bifurcation, ça nous parle, c'est un geste qui est sympathique, se retrouvent à finalement avoir ressenti cette sympathie, essayer de s'inspirer dans les jobs qu'ils vont effectivement prendre dans leur mission de quelque chose de cette dimension critique ou de cette recherche d'alternatives, et on n'a pas des blocs tranchés entre bifurqueurs ou pas bifurqueurs, mais on a un système d'écho, de sensibilité, de zone grise aussi, on peut dire, entre des formes de radicalité et des formes de participation. Et ça me semble très important à une époque où beaucoup se lèchent les babines à l'idée d'avoir des affrontements par bloc qui se régleraient avec de la violence. Ça me semble très important de cultiver des zones grises entre différents niveaux de radicalité. Euh, voilà, c'est à mon avis un des endroits où le caractère constructif de mouvements critiques et leur robustesse aussi face à des crises se joue. Si je peux traduire ça dans une injonction plus politique, cultivons les zones grises. Et, euh, et alors, si je reprends la question d'un point de vue un peu différent, qui est celui du rapport entre le geste spectaculaire de faire exit en claquant la porte, et ceux qui restent dans les organisations et dans les, 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 dans les,
voilà, en l'occurrence, les entreprises, les administrations, les associations plus ou moins chargées dans le cas que je connais, de politique publique, le fait que certains aient fait exit bruyamment et que tout le monde le sache peut donner force, peut désinhiber l'expression critique et peut aussi lui donner force en laissant entendre aux autres protagonistes du rapport de force à l'intérieur des organisations que les gens qui sont à l'intérieur, restent à l'intérieur, ne partent pas, mais disent qu'ils sympathisent avec certains thèmes critiques, si on continue, si on leur marche dessus, voilà, sans aucune nuance, peut-être qu'ils vont partir aussi et que la structure pourrait se retrouver en difficulté. Donc, il y a une part d'alliance et de renforcement mutuel qui est possible entre voilà, les ruptures fracassantes et les gens plus patients, moins bruyants, mais qui sont tout aussi importants enfin, et il faut voir ça en termes de conjoncture plutôt que juste de la portée d'un geste ou d'une démarche, il me semble. Voilà, est-ce que les autres éléments de la conjoncture sont remplis pour que tel geste ait tel type d'effet? Et est-ce que tel geste, telle démarche, telle déclaration spectaculaire est paramétré de façon à agir sur les autres composantes de la situation? Je pense que c'est de cette façon-là qu'il faut les analyser et peut-être les évaluer. Merci beaucoup, c'est très, très intéressant. Merci. Anne, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Oui, je pensais justement, il y a beaucoup de circulation aussi par exemple, entre les formes de militantisme. Il peut y avoir, par exemple, il peut y avoir des changements de vie comme ça qui ne sont pas forcément très politisés au départ, puis qui le deviennent de plus en plus, qui s'écologisent de plus en plus, ou qui deviennent de plus en plus sensibles aux questions d'effondrement, et qui se politisent aussi, avec justement l'idée de produire local, ensuite agir localement, s'engager localement. Donc, il y a comme ça des trajectoires qui peuvent même aller vers le côté politique, s'engager politiquement, plus traditionnellement dans les partis. Il y a l'inverse aussi, des militants politiques qui sont un peu dégoûtés du côté peu efficace de leur action, soit militante, soit à travers les institutions, et qui du coup bifurquent. Il n'y a pas, je pense que ça c'est vraiment très important. Le militantisme a tendance à catégoriser et à créer du clivage. Mais là, dans l'espace de la critique, que ce soit une critique pratique ou une critique qui est plus verbalisée, c'est un espace où justement il y a beaucoup de passages de l'un à l'autre et finalement il y a des formes de radicalité, euh, puis finalement, par exemple dans les bifurcations, il y a des moments où il y a un décrochage important, par exemple en termes de revenus, de statut, etc. Et puis finalement, une stabilisation avec un autre statut, avec un revenu qui se stabilise, qui est pas, bien sûr, qui n'a rien à voir avec le revenu d'un cadre, mais c'est pas, il y a une entrée dans autre chose, quoi, dans quelque chose de stable. Il y a aussi quelques sorties, peut-être on en reparlera, mais j'en ai pas observé beaucoup. Mais en tout cas, dans les espaces militants, il y a le militantisme segmente, mais les gens passent. Les trajectoires vont l'une à l'autre forme de critique. Super, donc merci beaucoup pour cette nuance, voilà, que il est bon de rappeler, même si certains actes paraissent fulgurants et sont très médiatisés, ils ont de l'impact pour d'autres qui sont en attente quelque part derrière et qui font leur boulot aussi peut-être plus discrètement. Peut-être une question qu'on pourrait se poser en tant qu'adaptation radicale, justement, est-ce que ces types de bifurcation, ça représente déjà pas une forme d'adaptation à ce qui arrive en fait et ce qui est entre guillemets comme entendu au moins partiellement par un plus grand nombre de personnes maintenant, avec des changements assez importants au niveau du climat, mais pas seulement, la perte de la biodiversité, le fait par rapport à l'alimentation, l'actualité nous le rappelle. Est-ce que ces bifurcations
représente une forme d'adaptation ou alors c'est carrément quelquefois peut-être un mouvement d'anticipation des états dégradés. Comment est-ce que vous voyez les choses, Cyprien? Ok, alors là, ça va me faire plus revenir vers l'enquête sur le milieu à Effondris, dans lequel c'est vous en quelque sorte. Donc la réponse est oui, et vous le savez très bien. Donc oui, je dirais que ça euh, le fait de se mettre à adhérer très fortement aux théories de l'effondrement dans l'enquête que j'avais faite, c'était souvent lié à un désenchantement très fort sur enfin, sur les politiques de développement durable et aussi bien sur le côté mitigation que sur le côté adaptation de la part des institutions. Euh, donc oui, de ce point de vue-là, c'est un rapport évident avec l'adaptation. Je pense qu'on peut prendre ça sous un autre angle aussi. Cette fois-ci, si je reviens plutôt sur le côté de où vont les indignés de l'écologie des grandes écoles et on va dire à quoi participent, que produisent certaines des expérimentations néo-rurales. Et là, je dirais qu'on peut prendre ça sur le plan de la pluralité des modes de fonctionnement, des organisations et des territoires, et qu'en produisant une pluralité de modèles, ça peut être un facteur de résilience, de construire des systèmes différents qui pourraient se déployer plus largement si c'était requis. Et je crois que c'est aussi de cette façon-là qu'une partie des acteurs d'alternatives qui sont alimentés par les bifurcations pensent leur propre situation et leur propre utilité. Merci beaucoup, Cyprien. Anne, de ton point de vue, comment tu vois les choses, adaptation ou déjà anticipation, ou peut-être les deux? Oui, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux où le collectif s'articule avec l'individuel. Donc, il y a une dimension d'anticipation. Ça, c'est intéressant. Alors, anticipation, c'est pas forcément d'un effondrement, c'est pas forcément toujours qualifié de la même manière. Mais anticipation d'un changement, et beaucoup qui disaient, mais par exemple, le monde du travail tel qu'il existe ne pourra pas perdurer, ou ça va être une crise, ou évidemment l'écologie. Donc une anticipation qui est quasi, enfin, du collectif, mais qui a aussi du coup une adaptation personnelle à cette anticipation qui va être changer, pouvoir cultiver son jardin, être autonome. Donc oui, oui, il y a les deux. Après, moi, dans les entretiens que j'ai recueillis, il n'y avait pas ce degré de différenciation entre qu'est-ce qui va être atténuation, qu'est-ce qui va être adaptation. Les deux étaient vraiment complètement corrélés, mélangés, avec bien sûr aussi une espèce de discours dominant qui est intégré de ce qu'il faut faire, des bonnes pratiques. Donc, il faut, voilà, avec l'idée que il faut moins se déplacer. Donc, mais là aussi, c'est à la fois atténuation et adaptation. Il faut il faut une nourriture locale, mais c'est pareil. Donc, il n'y a pas forcément, c'est pas un discours, justement, du fait qu'il y avait une grande variété de profils en termes militants. Chacun avait ses investigations propres, mais il n'y a pas un discours dominant qui soit l'un ou l'autre. C'est vraiment complètement mais avec l'idée, voilà, que ces parcours de bifurcation, c'est une expérimentation, mais ça anticipe les bifurcations de tout le monde. C'est ça l'idée, c'est que le monde n'étant pas vivable, il y aura l'idée d'un effondrement et pas forcément verbalisé en ces termes, mais il va y avoir quelque chose, c'est pas vivable, donc nous on anticipe et en même temps on se met à l'abri, mais pas dans on se met pas à l'abri non plus, là c'est pas dans les sous-sols, etc., mais on reconfigure sa vie en anticipant le fait que ça ne peut pas durer.
Merci Anne. Du coup, on a quand même une vision des choses assez claire. Merci de nous avoir expliqué, fait retour d'expérience sur vos travaux et vos interrogations qui restent en fait entières quelque part. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait bifurquer pour l'instant, même si on a des conditions qui sont propices, on va dire, on arrive quand même, on a quand même du mal à savoir, il n'y a pas de profil type. Et par contre, ceux qui bifurquent ouvrent la voie. Ouvrent la voie et en tout cas permettent aux choses de bouger. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, l'avenir nous dira, nous dira si certains osent plus dans d'autres tranches de la société. Moi, je rejoins ce que tu disais, Anne. Il y a beaucoup de gens qui font un choix qui n'est pas du tout visible, en fait, parce que ce ne sont pas des gens qui ont voix au chapitre euh, tout le temps. Ils n'auront pas l'habitude, en tout cas, de rendre compte de ce qu'ils font et justement de le verbaliser. Donc, soyons à l'affût de tout ce qui se passe autour de nous et essayons de valoriser. Nous, c'est quelque chose à l'adaptation radicale qu'on essaye de faire. Ceux qui osent faire un changement qui n'est pas forcément simple et pas forcément accepté, même dans les familles, hein, des fois dans les couples, c'est très compliqué. Voilà, donc essayons de valoriser ceux qui osent faire des choix qui sont qu'on considère, en tout cas de notre côté, comme souhaitables, avoir une empreinte différente et une façon de penser et d'habiter la Terre différente. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je crois qu'il y avait quelques questions dans le chat. Isa, est-ce que tu peux nous en faire part? Oui, alors, Oui. on vous remercie vraiment hein, au niveau de tous les participants qui sont là derrière leurs écrans pour tout ce que vous nous avez partagé. Et il y a une question de Yann, c'est: a-t-on aujourd'hui du recul pour dire si des renoncements précoces ont résisté aux années ou si au contraire on note des rechutes entre guillemets, c'est-à-dire un retour vers les carrières promises? Qui veut répondre? Anne, Cyprien? Allez, vas-y, Cyprien, à toi. Oui, moi je viens si on prend si je reviens au cas de figure des néo-ruraux des années 70, côté militant écolo et borderline religieux, le cœur de la démonstration de Daniel Hervieux-Léger à l'époque, c'était que des gens qui étaient partis avec des projets très, très radicaux finissaient par être sélectionnés d'abord par l'échec de leur subsistance en milieu ruraux. Donc, est-ce que l'alternative qu'ils souhaitaient, est-ce qu'elle était juste viable, presque littéralement, face aux hivers d'Ardèche, etc. Et puis, ce qui a fini par se produire, c'était que ceux qui arrivaient à rester, c'était ceux qui se retrouvaient progressivement à participer à des politiques publiques de réinvestissement, de renouvellement, du développement des territoires ruraux. Et elle avait cette expression de dire qu'il se mettait à servir d'expérimentateurs des développeurs publics et finissait par rejoindre des positions de petite notabilité rurale, voire parfois plus grande, avec quelques parcours politiques à échelle locale ou régionale. Et, euh, et donc, bah oui, ça peut être une trajectoire d'atténuation, enfin, à un moment, un grand creux en termes de moyens économiques dans la trajectoire, et puis qu'après, ça oscille autour de quelque chose qui était plutôt dans la continuité qui se rapproche de la continuité de la trajectoire initiale. Donc, il y a ces voies-là qui sont possibles. Et après, enfin, le point sur lequel on n'a pas tellement de recul pour le moment, c'est les déclarations d'intention de refuser de travailler pour les entreprises écologiquement destructrices des étudiants et diplômés en grandes écoles. Mais là, il y a un papier qui est paru il y a quelques semaines qui disait que parmi les signataires du manifeste étudiant pour un réveil écologique, donc qui étaient 30 000 élèves de grandes écoles qui déclaraient refuser de travailler pour les destructeurs de la planète. En fait, ce qui s'était produit, donc là c'est mesuré à partir d'une enquête
une nouvelle enquête par questionnaire parmi les signataires initiaux du manifeste, c'est que on avait beaucoup de gens qui avaient rejoint finalement les professions les plus valorisées à partir de leur diplôme. Et à l'inverse, ceux qui étaient les plus radicaux et les plus politisés à la base se retrouvaient plutôt dans des emplois publics ou des emplois associatifs, en tout cas dans des travaux voilà, d'alternatives ou non marchands et du coup n'étaient pas là pour porter la critique au sein des entreprises polluantes et que il y avait un peu une disjonction entre les gens qui étaient là où il fallait pour porter la critique et les gens qui portaient le plus vivement la critique écologique en eux. Donc un bilan un peu mitigé de cette déclaration-là. Et donc on peut dire que c'est une réponse qui dit, bah oui, là ça s'est amorti, ça s'est plutôt décanté même en quelques années. Euh, Alors que si la formule initiale avait pu être maintenue dans ce qu'elle avait d'explosif, peut-être qu'on aurait vu ce qu'on aurait vu, mais bon, justement, on l'a pas vu. Merci, Cyprien. Anne, tu veux peut-être répondre également à cette question? Oui, oui, parce que c'est une question. Alors, c'est compliqué d'y répondre, parce qu'il faudrait vraiment avoir des trajectoires longues, mais c'est vrai que moi, c'était sur, oui, maintenant 5 à 8 ans. Il n'y a pas beaucoup de sorties. Il y a plutôt une stabilisation, justement, dans une nouvelle situation professionnelle. Après, il y a quand même des changements. Alors, les changements, ça peut être lié, par exemple, aux séparations conjugales, parce que c'est souvent des projets donc là, qui vont fragiliser ou empêcher ou conduire à l'arrêt d'une activité. Il y a aussi quelque chose qui est la question dans le cas de profession manuelle. Il y a vraiment la question du corps et de la pénibilité physique qui fait que, surtout, alors je ne sais pas si c'est surtout, parce que là je ne suis pas professionnelle, mais effectivement des bifurcations avec l'apprentissage d'un nouveau métier, ça peut être le commerce, ça peut être jardinier, enfin tout ce qui va être physique en termes de portage, qui conduisent à l'obligation d'arrêter cette activité. En général, les bifurcations, elles vont, enfin, il y a nouvelle profession qui n'est pas un retour à l'ancienne profession, qui est plutôt, voilà, peut-être un retour au salariat, par exemple, au salariat à mi-temps, sans revenir à une profession de type cadre. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a aussi la question de l'activité économique. Souvent, c'est des bifurcations, on n'a pas beaucoup parlé, mais du salariat vers des activités indépendantes, qui fait qu'il y a aussi un aléa économique qui peut être important et qui fait que l'activité ne se stabilise pas. Là aussi, on a souvent un retour vers du salariat ou du salariat complémentaire à mi-temps, mais pas vers l'activité du cadre, un retour à l'ancien emploi. Ça, je n'ai jamais vu dans tout, sauf une personne qui effectivement est revenue parce que je considérais que son activité n'était pas suffisamment rentable dans la restauration et qui est revenue à mi-temps dans un emploi de cadre. Mais on a aussi des bifurcations qui vont plus loin, c'est-à-dire qui se font par étapes. D'abord une bifurcation urbaine dans un emploi qui est plus écologique, puis l'établissement, puis une bifurcation plutôt de type rural, par exemple. Donc ça peut aussi aller dans le sens de plus. Après, c'est pas du tout statistique, ce que je vous dis là, parce que c'est sur quelques trajectoires. Donc c'est pas quelque chose où on peut se dire avec le recul, ça marche pas. Et puis, il y a aussi quelques cas où, en fait, c'est une bifurcation qui finit par ne plus être décroissante du fait d'une activité, parce qu'on est aussi sur des cadres qui vont rentabiliser leur savoir en termes de, par exemple, voilà, dans le commerce, qui vont, alors, pas retrouver la situation d'avant, mais sur des situations économiques assez favorables, parce que les entreprises, entre guillemets, marchent bien avec des techniques marketing qui sont appliquées à, à des produits biologiques, mais qui sont en fait des techniques de cadre efficaces dans un système, alors là, système de rentabilité. Merci beaucoup, Anne. Isabelle, est-ce qu'on a d'autres questions?
Alors oui, Julien demande, on a parlé de bifurcation descendante, de renoncement. Est-ce qu'il y aurait aussi de la conversion de la bifurcation en capital social et culturel, en particulier au niveau des influenceurs? Est-ce qu'on transforme la bifurcation en une autre monétisation? Qui se sent de répondre? À Cyprien. Oui, bah, je veux bien partir là-dessus et après je digresserai sur les réponses aux questions précédentes et sur d'autres que je vois dans le chat. Donc la monétisation, euh, je dirais ce que j'ai observé, ce que j'ai eu l'occasion d'observer ces dernières années, c'est aussi la monétisation de trajectoires alternatives en réputation et du coup en reprofessionnalisation comme expert ou comme intermédiaire des installations néo-rurales dans les cas que je connais des autres. Euh, le fait d'avoir connu une trajectoire bifurcante, de pouvoir la raconter de façon saillante et spectaculaire, avec un peu le modèle j'ai fait Sciences Po, j'ai essayé d'être une bonne élève, j'ai travaillé à la tour Sequoia à la Défense, c'était horrible, j'avais pas de sens, mais je me souvenais de comment c'était bien chez ma grand-mère à la campagne, j'ai eu l'occasion comme ça, sur un coup de tête, d'acheter une ferme, une vieille bâtisse de 3 à 4 hectares avec mon compagnon. Et puis j'ai aussi créé un compte Instagram avec plein de followers. Et puis aujourd'hui, je me retrouve à vous parler à un événement qui peut-être là, je pense qu'il peut être le salon Back to Earth, puisqu'il y a eu, et il y a d'ailleurs, c'est vraiment ces jours-ci en train de se tenir la deuxième édition. Il existe un salon du retour à la Terre, des rencontres nationales du retour à la Terre et au territoire, qui avait eu lieu l'année dernière, en novembre dernier, à Clermont-Ferrand, donc c'était à côté de chez moi. Puis cette année, ça doit être en début février, à Angers, autour de Retour à la Terre et féminin. Et donc, c'est un événement qui brasse souvent des gens qui ont ce type de légitimité dans leur parole, d'avoir connu des trajectoires et de les le monétiser. Le mot est un peu inexact parce que c'est des monétisations indirectes et qui nécessitent beaucoup de réinvestissement en travail, mais qui peuvent s'en servir pour rebondir vers la professionnalisation d'une expertise à partir de ce que leur trajectoire a de singulier et d'original. Donc, il peut y avoir ça. Après, donc, il y avait une question juste avant qui était soulevée par ce que disait Anne sur la propension des cadres qui se sont réinvestis dans des professions indépendantes, exposés à des aléas, à des rattrapages économiques. Moi, alors c'est peut-être une private joke entre sociologues, mais il y a un ouvrage auquel ça me fait beaucoup penser. C'est celui de Arnaud Esquer et Luc Boltanski qui s'appelle Enrichissement et qui décrit le passage à on va dire une économie qui valorise les choses sur le mode du standard, de la perfection, l'identité parfaite au modèle industriel tel que pensé par les concepteurs, versus des modes de valorisation des choses à partir de leur lien avec une histoire et avec voilà, la possibilité de faire des récits fantastiques sur les choses et leur unicité. Et, il me semble que ce cadre d'analyse de socio-économie peut être mobilisé pourrait être mobilisé pour décrire les trajectoires de reconversion de cadres qui deviennent des enrichisseurs au sens très particulier où Boltanski et Esquer l'utilisent, qui injectent du capital culturel et de la capacité à produire des récits qui valorisent les choses qu'ils vendent, des repas, des gîtes ou des porcelaines, sur un mode qui est celui de pouvoir les rattacher à leur récit personnel et les valoriser
à travers une histoire singulière et plus ou moins inattendue. Donc voilà ce à quoi je pensais sur ce point. Et ensuite, ah oui, il y avait une autre question sur les communs que je vois apparaître dans le chat. Donc je vais essayer d'être rapide sur ce troisième point. Euh, alors sur l'absence ou la présence des communs, je dirais que ça peut jouer un rôle, enfin, ça me fait penser à une chose qui joue un rôle dans la pérennisation, en tout cas la stabilisation provisoire de certaines tentatives d'installation de bifurqueurs géographiques et professionnels. Et là, je pense à la dimension très d'entraide collective qui est très active sur le plateau de Mille Vaches, où le, le fait de s'intégrer et de pouvoir compter sur des solidarités très matérielles entre, alors pas que entre nouveaux installés, même si c'est beaucoup ça, peut jouer un rôle très concret dans certaines trajectoires. Et je pense à des affaires d'installation de personnes qui veulent se reconvertir vers l'agriculture, pour lesquelles ce serait évidemment il serait destiné à se casser les dents s'il s'adressait à la SAFER et s'il voulait avoir 80 hectares et reprendre une grosse exploitation existante, mais en bricolant des prêts de terre, en convenant de l'engagement de un tel qui a une association, un autre qui est déjà installé en agriculture, mais qui peut vendre au marché quelques trucs de plus. Ça peut être voilà, de véritables ressources de solidarité collective. Et dans ce cas-là, on peut parler de quelque chose de l'ordre du commun produit collectivement et qui rendent certains réseaux, certains territoires plus inclusifs, plus accueillants, plus vivables, dans certaines mesures et évidemment avec des réserves, que si c'était chacun pour sa pomme. Merci Cyprien, dis donc. On en a des choses à dire là-dessus. Malheureusement, le temps passe, on ne va pas pouvoir peut-être prendre toutes les questions. Anne, peut-être tu peux intervenir par rapport à cette question-là, enfin ces questions qui ont été abordées. Oui, alors sur la question de la conversion en capital culturel et social, alors en fait, ça me semble un peu inévitable dans le sens où c'est même peut-être, ça peut même être politisé, c'est-à-dire derrière ça, il y a quand même l'idée d'une contestation qui n'est pas forcément verbalisée, mais une contestation pratique des catégories de classement, de hiérarchie sociale, des professions. Donc, oui, c'est un peu logique qu'il y ait l'idée, de manière un peu défensive aussi, de revaloriser certaines professions, alors c'est ambigu parce qu'il y a toujours aussi l'idée qu'on le fait, qu'on ne s'est pas fait avoir. Enfin, il y a toutes ces, mais il y a l'idée, oui, voilà, que on défend une profession qui est plus manuelle, mais qui est moins bien classée dans une certaine hiérarchie. Enfin, il y a une lutte de classement derrière. Mais bien sûr, il y a aussi l'idée de retrouver, on pourrait dire en sociologie, ouais, une nouvelle forme de domination. Et ça, la question, la nouvelle forme de domination qui va être justement héroïser des trajectoires, montrer que c'est une trajectoire choisie et non subie. Parce que justement, on avait la possibilité de choisir avec euh, des positions dominantes selon les valeurs dominantes. Et donc là, la question, et voilà, ça va aller vers après, éventuellement, vers, alors les influenceurs, c'est pas un monde que je connais très bien, mais vers des modèles de livres, de films, en tout cas, de récits, au-delà même de la défense de soi dans la sociabilité ordinaire, ça va être des récits un peu héroïques, ou en tout cas affirmatifs ou politiques dans l'espace public. La question qui se pose, c'est est-ce que cette manière de se reclasser, bah, quel est l'effet sur des professions qui sont des professionnels qui sont déjà là et qui ne sont pas dans des trajectoires de bifurcation, c'est-à-dire des agriculteurs qui sont déjà là, des professionnels de toutes ces professions artisanales, voilà, toutes, voilà, agriculteurs, etc., éleveurs, et qui
finalement, on voit arriver des gens qui, dans le jeu social, pour se défendre, donnent une noblesse politique, revendiquent, et donc d'une certaine façon, sont aussi dominants dans leur manière, voilà, dans ce nouvel espace social. Mais ça peut aussi être, c'est moins caricatural que ça peut être aussi revaloriser des professions qui étaient dévalorisées, mais c'est vrai que c'est un jeu social assez compliqué et que bien sûr, il y a l'idée dans la bifurcation, il y a l'idée que c'est un choix déjà, donc ça, c'est se distinguer par rapport à des trajectoires subies. Et puis, ben, il y a l'idée d'affirmer quelque chose, donc de lutter pour, donc, voilà, de se valoriser. Il n'y a pas l'idée d'une prolétarisation volontaire, hein, ou de volontairement se mettre en position dominée. Mais voilà, c'est complexe dans les effets. Et bien sûr, il y a l'idée de rechercher symboliquement quelque chose auquel on aurait renoncé, par exemple matériellement, dans les conditions de vie, sachant que malgré tout, dans notre société, même si ça peut être dévalorisé dans un milieu militant, même si globalement, les normes n'ont pas toutes basculé vers la bifurcation, hein. Donc, l'aisance économique donne aussi beaucoup de dignité. Donc, là, c'est même des combats de valeurs, hein, de classement, mais derrière, il y a des valeurs. Merci Anne. Alors peut-être une dernière question. Isa, tu as une dernière question? Oui, est-ce que vous parleriez de bifurcation pour tous ces jeunes qui partent nomades en ayant retapé un vieux van ou à vélo et qui ont un petit peu ont un refus de l'ancrage et du côté justement sécuritaire d'une maison et eux, ils prennent la route en fait. Est-ce que ça, on pourrait aussi parler de bifurcation pour ça? Merci Isa. Anne, peut-être? Oui, bah après, bifurcation, il ne faut pas non plus sacraliser le mot. Bifurcation, c'est l'idée justement qu'on change de route. Donc, bah, tout dépend des trajectoires. Mais moi, je dirais que oui, il y a une forme de critique en tout cas, et que dans la société s'exprime voilà, de manière assez différente des critiques en pratique, des critiques dans les formes de vie. Et donc, forme de vie nomade, oui, c'est une c'est une critique qui est parfois exprimée en termes politiques, parfois non, juste dans la pratique. Et ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant à reconnecter, en tout cas. Merci Anne. Cyprien? Oui, je dirais que là aussi, les phases de nomadisme dans des trajectoires personnelles, elles sont souvent liées à du repérage en vue d'implantation. Et voilà, ça commence par une caravane qui entre dans des migrations transrégionales et puis qui nouent des liens dans un territoire et qui parfois ils cherchent des opportunités et parfois passent à de l'habitat léger, puis parfois à des installations en collectif. Je pense à des trajectoires aussi du plateau de Millevaches dont on m'a parlé. Donc il y a il y a des continuités possibles ou fréquentes dans les carrières. Ah ben voilà, vous avez déjà fait quelque chose sur les écolieux, oui, c'est entre circulation et lieux collectifs, il y a voilà, il y a des points de passage. Je pense aussi au travail, à l'enquête de Madeleine Salustio sur les collectifs néo-paysans alors, elle, du sud du Massif central entre lesquels il y a plein de gens qui rentrent, qui sortent, qui circulent aussi d'un collectif à l'autre au gré des brouilles voilà, des échecs de certaines tentatives collectives. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a peut-être des cas où il y a des distinctions très tranchées entre les gens qui sont dans le nomadisme et ceux qui se sédentarisent, mais à partir des enquêtes que je connais ou des territoires dont je suis plus familier, je vois plutôt ça comme des continuités dans les trajectoires.
Merci beaucoup. Alors, on ne va pas avoir le temps de prendre d'autres questions parce qu'il est déjà 21h23 et on va renoncer à poser toutes les questions. Je vais vous donner la parole à l'un et à l'autre pour essayer, tenter de faire une conclusion à cette rencontre. Peut-être Anne, tu peux commencer, s'il te plaît. Oui, bah, je serai assez brève. Moi, je dirais que ce qui me semble intéressant, c'est justement d'observer et de reconnecter toutes les formes de critiques en acte qui peuvent exister dans la société. Ça peut être la bifurcation, ça peut être des expérimentations de résilience, ça peut être des communautés, effectivement, on parlait d'écolieux, de communautés intentionnelles, c'est-à-dire des expériences qui sont collectives, d'autres qui sont individuelles. Et toutes ces experts, il y a une forme de critique qui est souvent latente. C'est ça qui est intéressant aussi, qui n'est pas forcément verbalisée. Et toute cette critique, ben, c'est un potentiel en fait de changement, de contestation, mais qui n'a pas encore trouvé une voie collective claire de transformation, mais qui est là. Et ce qui me semble intéressant aussi, c'est que peut-être que, alors là, c'est plus les, les écologistes, hein, pas spécialement l'adaptation, sont beaucoup concentrés sur les modes de vie, enfin l'écologisation des modes de vie, de la consommation, autour de comment consommer écolo, etc. Et moi, ce que je vois dans ces critiques, c'est vraiment l'importance du travail, la critique du travail, qui ça est assez fédératrice, avec justement le rejet d'un travail qui a des conséquences sociales et écologiques nuisibles, le reflet d'un mode de travail, d'une nature du travail, d'un travail qui est justement uniquement productiviste, qui est uniquement un moyen, qui n'est pas en soi une activité. Et c'est ça que je vois dans toutes ces bifurcations, c'est l'idée de trouver un travail qui a un sens, comme on le dit beaucoup, mais ça me semble être un topos intéressant parce que c'est vraiment le sens du travail, dans le sens, est-ce que le travail est un moyen uniquement au service de la consommation? Ça, c'est la représentation dominante. Et c'est ce qui fait qu'on est allé vers le productivisme, vers l'idée que le travail, c'est un moyen, donc il faut juste qu'il soit efficace par rapport à la consommation. Ou est-ce que finalement, le travail n'est pas aussi sa fin en soi, faire un travail qu'on aime, dans des conditions relativement, où il y a une certaine autonomie. Et ça, il me semble que c'est une aspiration qui est très forte et qui traverse toutes les professions et toutes les classes sociales, qui n'est pas réservée justement à une élite. Et donc, voilà, peut-être qu'autour de ça, autour d'une critique du travail, il y a quelque chose à reconnecter à l'écologie vers voilà, adaptation, bifurcation, quel que soit le terme, résilience, quel que soit le terme qu'on utilise. Merci beaucoup, Anne. Effectivement, vraiment, je suis vraiment très, très contente de ce que vous avez dit et des ouvertures aussi, de ne pas trop classifier, d'être assez bienveillant dans la façon dont on regarde les choses, parce qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes points de vue et les mêmes, on va dire, les mêmes chances pour bifurquer ou non. Cyprien, est-ce que tu as une petite conclusion à nous transmettre? Oui, alors je vais essayer d'apporter un autre élément. C'est il m'a semblé que, donc à partir plutôt là de l'enquête et des terrains autour des néo-ruralités, que une des aspirations des parcours de bifurcation et des recherches d'alternatives, c'était de s'autonomiser et de s'autonomiser de ce qu'on pouvait appeler les délégations, en fait. Le fait que c'est normal dans nos sociétés qui sont extrêmement complexes techniquement de déléguer tout un tas d'aspects de notre fonctionnement et de notre survie à à des systèmes très complexes qui se jouent à très grande échelle et sur lesquels on a très peu de prise. Et, euh, et donc, voilà, il y a une partie des buts, des points de fuite des bifurqueurs, c'est de cesser de déléguer. Et je voudrais conclure sur un point un peu de nuance sur cet objectif. C'est que refuser de déléguer, ça a pu prendre des formes variées et toutes sont peut-être pas politiquement positives. Donc là, si je réassume les valeurs que je porte,
certains refus de délégation peuvent prendre des formes pathologiques et dans les différentes critiques qui émergent des nébuleuses de bifurqueurs, toutes sont peut-être pas aussi sympathiques. Je pense qu'il y a des tris politiques à faire. Moi, je pense en particulier, puisque je parle sur un forum d'adaptation radicale, à l'incursion anti-vax de Jem Bendel, donc l'auteur qui n'est pas sociologue, mais professeur de leadership, de leadership durable, et qui voilà, s'est illustré pendant la phase active de la pandémie de Covid, qui d'ailleurs n'est pas forcément finie, qui s'est illustré par des déclarations assez délirantes sur les vaccins, mais qu'on peut rattacher au refus de déléguer sa santé à des systèmes médicaux sur lesquels il estimait ne pas avoir de prise et vouloir faire plus de confiance à son système immunitaire personnel qu'à ça. Donc voilà, il me semble que ça a été, du point de vue des valeurs et de ce que je pense être vrai, il me semble que c'était un fourvoiement grave. Et donc, j'adresse tous mes encouragements à Adaptation Radicale France pour tenir le bon bout rester attentif à ce qui est l'état raisonnable des connaissances scientifiques sur les sujets dont on parle et à ne pas courir après tous les refus de délégation, ni l'inverse. Mais voilà, je pense que c'est important de garder un discernement très, très vif sur ces sujets. Merci beaucoup, Cyprien, pour cette conclusion. Je me permettrai du coup de faire la mienne. Adaptation radicale, on est pas si nombreux que ça à être très, très actifs, mais on est tous très différents les uns les autres. Et on sait que demain, et même aujourd'hui, il faut qu'on fasse société ensemble, avec ceux qui bifurquent, avec ceux qui bifurquent pas, avec ceux qui ont fait leur coming out écolo, effondriste, et ceux qui sont plus dans la réserve, qui observent, qui en pensent pas moins. On accueille tout le monde parce qu'en fait, on n'est que la somme de nos individualités et notre collectif, il est sans cesse en mouvement. Et justement, en interaction avec les avancées, avec ce qui se passe autour de nous. Et c'est en étant vivant, en fait, qu'on peut vraiment regarder le monde bouger. Si on est ancré dans ces certitudes et qu'on ne bouge pas soi-même, on ne voit pas l'évolution du monde. Donc, les bifurcations, c'est vraiment... on a presque tous envie d'y aller, quoi. Et puis, on n'y va pas. Et puis, certains y vont. Et bravo à celles et ceux qui passent le pas. Et puis... bravo à celles et ceux qui y réfléchissent et puis bravo à tous d'essayer de comprendre le monde et puis d'être là ce soir. Merci infiniment Anne et Cyprien d'avoir répondu à nos questions. J'ai trouvé cette visio passionnante et j'espère que vous avez toutes et tous passé un bon moment avec nous. On peut nous retrouver sur le Mattermost parce que même si on est dans les médias qu'on n'aime pas trop, c'est-à-dire Facebook, YouTube, etc., c'est notre moyen à nous d'aller vers celles et ceux qui n'ont pas encore commencé le chemin. On a donc la possibilité de revoir cette vidéo. On va remercier aussi Julien, Daniel, Isa. Alors, il y a pas mal de monde derrière tout ça et